Bonjour à tous et bienvenue sur Vue Africaine, la chaîne qui décrypte les enjeux économiques du continent avec des faits clairs et un regard équilibré. Vous vous souvenez peut-être de ces annonces qui ont fait vibrer le pays. Avec les découvertes de gaz et de pétrole, l'électricité allait devenir moins chère pour tous. Des factures allégées, une vie quotidienne plus facile, un avenir où l'énergie ne pèserait plus autant sur le budget familial. C'était la promesse affichée par les autorités, largement relayée dans les médias. Et elle a suscité énormément d'espoir chez des millions de Sénégalais déjà confrontés à un coût de l'électricité parmi les plus élevés de la sous-région. Mais aujourd'hui, en cette fin 2025, la réalité ressentie est différente pour beaucoup. Les factures restent élevées, les hausses passées sont encore dans les mémoires, et les baisses annoncées paraissent, au mieux, très limitées ou pas encore visibles dans le quotidien des ménages, malgré les promesses de réduction à partir de 2026. Vous vous demandez pourquoi ? Après des années d'attente et le démarrage de la production de pétrole et de gaz, ce changement tant attendu ne se traduit pas clairement sur votre facture? Cette frustration est largement partagée, et c'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Dans cette vidéo, on va d'abord voir d'où vient l'électricité au Sénégal aujourd'hui, puis ce que change vraiment l'arrivée du gaz et du pétrole, où va l'argent généré dans la filière, et enfin ce qu'il faudrait concrètement pour que des ménages comme le vôtre ressentent un vrai soulagement sur le long terme. Restez avec moi. Car en comprenant ces mécanismes, vous pourrez mieux lire vos factures et situer votre propre réalité dans le débat national sur l'énergie. Pour commencer, plongeons dans la source de notre électricité quotidienne. Au Sénégal, l'énergie que vous utilisez pour éclairer votre maison ou charger votre téléphone provient d'un mix énergétique varié. La plus grande parvient encore des centrales thermiques, qui fonctionnent au fioul lourd ou HFO, au diesel ou à d'autres combustibles liquides souvent importés et soumis aux prix mondiaux volatiles, représentant environ 70 à 80% de la production nationale. Ces centrales ont été construites pour répondre à une demande en forte hausse, mais leur dépendance aux importations fait peser une pression constante sur les coûts. À côté de cela, le gaz naturel commence à gagner du terrain, grâce à des projets comme la stratégie Gas to Power qui convertit progressivement certaines centrales pour utiliser ce combustible local plus stable et potentiellement moins cher. Mais pour l'instant, cela reste une transition en cours. Et le gaz ne couvre pas encore la majorité des besoins nationaux. Il y a aussi une portion d'hydroélectricité, principalement issue du barrage de Manantali, partagée avec le Mali et la Mauritanie, et une part croissante de renouvelables avec des parcs solaires comme Taïba Ndiaye et éoliens comme celui de Taïba Ndiaye, qui diversifie le mix mais reste minoritaire autour de 10 à 15%. Le principe est simple, le coût de production du kilowattheure dépend du prix du carburant utilisé, de l'amortissement des centrales et de leur maintenance. Si les combustibles restent chers ou importés, cela se répercute directement sur le prix final payé par les ménages et les entreprises. Vous avez peut-être déjà ressenti cela lors d'une hausse de facture ou d'une coupure prolongée. C'est ce système qui explique pourquoi les changements structurels prennent du temps à impacter votre portefeuille au quotidien. Maintenant, parlons de ce qui suscite tant d'attentes, c'est-à-dire l'arrivée du gaz et du pétrole sénégalais. Ces ressources, extraites de champs comme Sangomar pour le pétrole ou GTA pour Grand Tortue Ameyim pour le gaz dont la phase initiale a été lancée en 2025, représentent un tournant majeur. Mais il faut distinguer deux aspects essentiels. D'un côté, les revenus pour l'État, royalties, impôts sur les compagnies pétrolières et parts dans la production, qui pourraient atteindre des centaines de milliards de francs CFA d'ici 2027 selon les projections officielles. Ces fonds alimentent le budget national, servant à financer des infrastructures prioritaires ou à réduire le déficit budgétaire. De l'autre côté, le gaz disponible directement pour produire de l'électricité localement, remplaçant progressivement les combustibles importés coûteux. Des projets comme la stratégie Gas to Power, la conversion de centrales thermiques au gaz, ou le développement de gazoducs visent précisément à baisser les coûts de production du kilowattheure. Par exemple, des initiatives comme les adaptations au Cap des Biches ou les nouvelles unités gazières visent à moderniser le parc électrique. Cependant, les contrats avec les partenaires internationaux tels que Woodside ou BP, les volumes produits qui rampent progressivement, et le calendrier des infrastructures expliquent pourquoi cette baisse n'est ni immédiate ni totale. Il faut rembourser des investissements massifs, pipelines, plateformes offshore, adaptation des centrales existantes. Vous imaginez peut-être que le gaz local se traduit par un prix instantanément plus bas, mais c'est un processus par étapes. Les premiers bénéfices stabilisent souvent le système, et ici on parle de la dette de Senelec ou de la maintenance, avant de se répercuter pleinement sur les factures des ménages. C'est frustrant, mais c'est la mécanique réelle de cette transition énergétique. Malgré ces avancées, pourquoi vos factures d'électricité restent-elles élevées,
ou ne baisse-t-elle pas autant que promis? Une raison majeure réside dans les dettes accumulées du secteur électrique. Senelec, la compagnie nationale, et l'État portent des arriérés importants, souvent plusieurs centaines de milliards de francs CFA, résorbés soit via les tarifs facturés aux consommateurs, soit par des subventions publiques. Ces subventions contiennent effectivement les prix pour les ménages, mais elles reviennent indirectement dans le budget national sous forme d'impôts ou d'endettements supplémentaires. En 2023 et 2024, ces aides ont dépassé les 280 milliards de francs CFA annuels, et la tendance se maintient en 2025. Nous avons aussi d'autres facteurs clés tels que les pertes techniques et commerciales. Le réseau électrique, parfois vétuste, subit des fuites d'énergie dues à des câbles usés, des transformateurs défaillants, des fraudes ou des branchements illégaux. Résultat, une partie significative de l'électricité produite n'arrive jamais chez les consommateurs, faisant grimper le coût réel du kilowattheure livré. Enfin, les tarifs sont fixés par tranche. Les ménages modestes bénéficient souvent de tarifs subventionnés plus bas, tandis que les classes moyennes, les entreprises ou les gros consommateurs paient des prix plus élevés pour équilibrer le système. Ce sont des arbitrages politiques entre équité sociale et viabilité économique de Senelec. Vous avez sans doute déjà comparé votre facture à celle d'un voisin ou d'une entreprise. C'est ce mécanisme qui explique ces disparités. Et pourquoi la baisse promise semble si lente à toucher votre quotidien. Pour mieux comprendre où va l'argent, regardons les acteurs de cette chaîne gaz-pétrole-électricité. Les compagnies internationales et partenaires privés, comme ceux impliqués dans Sangomar, Woodside ou GTA, BP, récupèrent une part des bénéfices via leurs investissements massifs et leur expertise technique. Ils paient effectivement des royalties et impôts à l'État, mais conservent une marge opérationnelle importante pour rentabiliser leurs projets. L'État sénégalais, lui, perçoit des revenus fiscaux, des dividendes de sa participation dans certains projets et des taxes sur la production. Ces fonds contribuent à combler le déficit budgétaire, objectif de réduction à environ 3 à 4% du PIB en 2025 grâce aux premiers revenus des hydrocarbures. Mais même si l'État gagne davantage, cela ne se traduit pas automatiquement par une baisse immédiate des factures. La priorité va souvent au remboursement des dettes publiques, aux nouvelles infrastructures énergétiques ou à d'autres dépenses prioritaires comme l'éducation, la santé ou les routes. Enfin, les producteurs d'électricité indépendants, IPP, opèrent des centrales privées et vendent l'électricité à Senelec à des prix contractuels négociés. Leur marge dépend des coûts de combustible, mais certains contrats anciens peuvent verrouiller des tarifs relativement élevés, même avec la transition vers le gaz. C'est un écosystème complexe, où chaque maillon prend sa part légitime, et où les ménages comme le vôtre attendent que les bénéfices ruissellent jusqu'au bout de la chaîne. Cette attente peut susciter de la frustration quand on voit les chiffres macroéconomiques sans sentir le changement dans le quotidien personnel. Mais alors, on est en droit de se poser la question suivante. Quelles sont les clés pour que cette baisse devienne enfin une réalité tangible sur votre facture? Le premier levier, c'est de changer notre carburant. Il faut impérativement accélérer la stratégie du gas to power. L'idée est simple, faire tourner nos centrales avec notre propre gaz local plutôt que d'importer du fioul coûteux, tout en misant fort sur le solaire et l'éolien, comme à Taïba Ndiaye, qui deviennent de plus en plus rentables. Ensuite, il faut s'attaquer au transport de cette énergie. C'est inutile de produire plus si on perd l'électricité en route. Moderniser les lignes vétustes et lutter contre la fraude est crucial, car chaque kilowattheure qui arrive effectivement chez vous permet de faire baisser le coût global du système. Troisièmement, il faut du courage politique sur la tarification. Cela signifie revoir certains contrats avec les producteurs privés, les IPP, et ajuster la grille des prix pour trouver un meilleur équilibre entre les ménages modestes, la classe moyenne et les gros industriels. Enfin, rien ne se fera sans une transparence totale. Les Sénégalais doivent savoir combien coûte réellement le kilowattheure à chaque étape, et où va l'argent du pétrole. Est-ce pour désendetter la Senelec ou pour alimenter un fonds souverain pour les générations futures? Si ces 4 piliers sont consolidés, on ne gagnera pas seulement du pouvoir d'achat, on restaurera surtout la confiance des citoyens dans leur système énergétique. En somme, retenons ceci, le gaz et le pétrole sont une chance historique pour le Sénégal, mais ce ne sont pas des baguettes magiques. Entre les dettes du passé à éponger, le réseau à réparer et la transition énergétique à financer, il y a un décalage inévitable. C'est cette réalité complexe qui explique pourquoi votre facture ne baisse pas aussi vite que les titres des journaux. C'est là que je me tourne vers vous pour le débat du jour. Quel est votre choix? Préférez-vous une baisse rapide et artificielle maintenant, quitte à sacrifier les investissements futurs? Ou êtes-vous prêt à accepter cette période difficile si elle garantit une énergie vraiment moins chère et stable pour demain?
Donnez-moi votre avis en commentaire. Votre perspective de terrain est essentielle. Si ce décryptage vous a été utile, laissez un pouce bleu pour soutenir la chaîne et partagez la vidéo à ceux qui pestent contre leur facture Senelec. Abonnez-vous à Vue Africaine et activez la cloche pour ne rien rater. D'ailleurs, pour la prochaine enquête, que voulez-vous savoir? Qui décide vraiment des prix de l'électricité? Où va concrètement l'argent du fonds pétrolier? À vous de choisir ci-dessous. Merci de votre fidélité, et à très bientôt pour continuer de décrypter l'Afrique d'aujourd'hui.